Bienvenue sur les apprentis lecteurs du Trône de Fer, le podcast lecture-relecture de la saga du Trône de Fer sans spoiler. Aujourd'hui, avec Guillaume. Salut. On se retrouve pour l'épisode 6, donc du coup sur le chapitre 6. Alors je sais même pas par rapport au chapitre, puisqu'il y a le prélude. Donc je sais même pas si c'est vraiment le chapitre 6 en comptant le prélude ou sans le prélude, mais bon, on s'en fiche un peu. Mais on se retrouve pour le deuxième chapitre de Catelyn du coup. C'est vrai, deuxième chapitre de Catelyn. Voilà, donc on avance un peu plus dans l'histoire. Sur ce chapitre, il y a quelques intrigues qui commencent à se mettre en place. Donc la lecture devient un peu plus intéressante après toute cette longue introduction qu'on a fait sur les précédents chapitres. Donc voilà, on va pas plus s'attarder que ça sur l'introduction, et puis on va passer directement à l'analyse de ce chapitre. Donc Guillaume, je te laisse commencer par un court résumé de ce que t'as compris. Ouais. Alors, dans ce chapitre, on a Catelyn et Ned qui se font des confessions d'oreiller où Ned avoue sa réticence à partir dans le sud pour devenir la main de Robert. Cependant, ces instants intimes sont interrompus par Maître Luwin qui vient avertir le couple Stark qu'un mystérieux message a été remis à l'attention de Catelyn. Et ce message vient de Lysa Arryn, la sœur cadette de Catelyn, qui lui apprend que Jon Arryn, son mari, est mort, non pas d'une mort naturelle ou d'une maladie, mais bel et bien assassiné, et pas par n'importe qui, mais par la reine Cersei Lannister. Ce message vient un peu chambouler tous les plans de Ned, qui se sent obligé de partir dans le sud enquêter sur la mort de son père adoptif, ou en tout cas celui qu'il considère comme un second père, Jon Arryn, et il part dans le sud, accompagné de Sansa et Arya. Ouais. Ok. Alors, il y a quelques trucs qui vont pas dans ton résumé. Parce que soit il y a des trucs que t'as pas rajouté, ou soit il y a des trucs que t'as mal compris, je pense. Mais ok. De toute façon, on va s'attarder. Alors, donc, on se retrouve, comme tu l'as dit, dans les appartements de Catelyn et Ned. Donc, on retrouve Catelyn qui commence à repenser à Vizeg, à ses frères et sœurs. Donc, tu t'as cité leur nom. Il y a Lysa. Ouais. Et il y a Edmure. C'est ça. Et alors elle regardait elle se met à espérer un nouvel enfant en se disant qu'elle a pas l'âge. Donc là on en parlait en off, mais du coup c'est là qu'on peut voir qu'en fait il y a une grosse différence entre la Catelyn de la série et la Catelyn des livres. C'est-à-dire que la Catelyn de la série elle est vachement vieille. Enfin, vieille, elle doit avoir la cinquantaine peut-être. Elle fait ménopausée quoi. Ouais. Elle fait vraiment ménopausée. Bon là où tu sens que c'est une Catelyn qui est quand même assez jeune. Alors elle doit avoir le même âge que Ned, donc je pense peut-être un peu plus jeune, donc peut-être à trentaine quoi. Donc c'est vrai qu'ils ont leur enfant assez tôt, parce que si on fait le calcul, c'est-à-dire qu'elle a eu ses enfants dès sa majorité en tout cas. Ouais. Et qu'elle les a enchaînés depuis quoi, donc c'est vraiment une grossesse tous les 2-3 ans, et là elle en va encore, donc c'est sûr que en tout cas à cette époque-là et tout, plus forcément tu mettais au monde d'enfants et donc d'héritiers légitimes, mieux c'était, parce que comme on le savait à cette époque-là et tout, on mourait très vite. Donc forcément, si on avait qu'un d'enfants et qui mourait, en fait, la lignée est très très vite décimée quoi. Donc plus on avait d'enfants, mieux c'était. Ouais. Et même pour les maris, etc., à d'autres familles, chaque enfant faisait une nouvelle alliance potentielle à l'époque. Exactement, ouais. Tout à fait raison. Donc ils conversent sur le fait d'accepter ou pas l'offre de Robert. Ned veut la refuser, mais Catelyn s'y oppose en disant que Robert pourrait voir Ned comme un opposant. Alors du coup, est-ce que tu penses que c'est le cas? Est-ce que tu penses que si Ned refusait, tu penses que Robert le verrait comme un opposant? Alors c'est là où Catelyn intervient et dit tu connaissais l'homme mais tu ne connais pas le roi. Ned tel qu'il connaît Robert comme un frère adoptif, il y a aucun moyen pour que Robert se retourne contre Ned parce que ils sont quasiment frères, vu leur passif ensemble. Mais ce que Catelyn redoute, c'est que le Robert actuel, Ned ne le connaît pas. Ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas vus, depuis la conquête de Robert, en fait. Et donc, en fait, on connaît pas très bien. On sait on a compris que Robert était maintenant un peu l'ombre de lui-même.
Donc on peut pas vraiment savoir comment il pourrait se comporter, comment il pourrait prendre le refus de Ned. Mais toi, de ce que t'as vu, parce que bon, on a vu Robert que pendant un chapitre, donc c'est vrai que c'est assez court, mais... C'est dur de se prononcer. Moi, l'optimiste voudrait qu'il ne se retourne pas contre Ned. Ouais, ça paraît assez dur quand même. Alors, je comprends qu'il peut-être qu'il soit frustré, comme dit Ned, qu'il soit énervé, qu'il soit rabougri, mais qu'il voit Ned comme un traître ou un opposant. Bon, peut-être, hein, mais c'est vrai que bon après, peut-être que Catelyn a raison, peut-être que c'est la vie de la femme qui importe et que justement elle a cet instinct qui lui dit que sûrement avec son état de roi. Et il y a cette image qui était dans le premier chapitre avec Bran qui revient, c'est ce loup, ce loup-garou, transpercé par un andouillé, ouais. Transpercé par un andouillé, qui rappelle un peu l'emblème de la maison Stark abattu par l'emblème de la maison Baratheon. C'est vrai. Donc bon, en tout cas, pour Ned, lui, il a ses contre au départ, et puis Catelyn, elle est bien sûr pour. Et donc, ils évoquent ensuite la proposition de Robert de marier leurs enfants. Donc Ned rétorque que Sansa n'a que 11 ans, mais alors que Catelyn, en fait, quand elle a été promise au frère aîné de Ned, c'est-à-dire Brandon Stark, elle n'avait que 12 ans. Donc c'est vrai que comme tu dis, comme tu viens de le dire en fait quand on en a parlé, c'est vrai qu'avoir des enfants ça sert à faire des alliances en fait. Et donc là on voit que les alliances ça sont fait très très tôt dans la vie des enfants. Et là renforcer les liens entre la maison Baratheon et la maison Stark. Pas plus que ça même parce que là c'est la maison royale quand même la maison Baratheon. Oui. Donc ça donnera à Sansa le statut de reine. Et c'est et comme le disait déjà Robert, c'était marier Sansa et Joffrey, c'est rattraper le loupé qu'il y a eu entre Robert et rappelle-moi son prénom, excuse-moi. Lyanna. Exact. Je suis content parce que tu penses à des trucs et tout auxquels je pense pas forcément, mais bon esprit de déduction. Guillaume. Alors c'est vrai que, et donc on vient de dire, alors que c'est Catelyn qui a cette pensée que l'ombre de Brandon Stark reste tout comme celui de la mère de Jon dont il se garde de nommer. Donc la mère de Jon, on va en parler un peu plus tard dans le chapitre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a peu dans la série, et ce que je regrette, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental, en fait, quand on les livre, mais les personnages patients ont vraiment une importance, en tout cas dans l'histoire, tout au moins dans les livres. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, il résonne beaucoup avec... il participe énormément au développement des personnages qui sont encore en vie, etc. On comprend beaucoup de choses sur Ned quand on comprend... Enfin, rien qu'avec les petits indices qu'on a sur Brandon, déjà... on sent que Ned c'est quelqu'un qui au final est un peu hanté par l'ombre de son frère qui le voyait comme un peu l'homme idéal, celui qui était destiné à devenir main du roi, etc. qui devait devenir le sire de Winterfell, et que Ned il s'en sort plutôt bien, mais en tout cas chaque action qu'il fait il le fait en espérant être à la hauteur de son frère décédé. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas capté, c'est quoi cette histoire de coupe pour vider cette coupe que pas un instant je ne songeais lui disputer. Oui, alors ça c'est juste une métaphore. En fait, c'est juste pour dire et tout que en fait c'était tu sais la coupe généralement c'est c'est comme si c'était la coupe et tout qui était destinée à la personne principale, donc au seigneur, au roi quoi. Donc pour vider cette coupe, en fait, c'est pour aussi, je pourrais dire et tout, en fait, que moi, je n'ai pas du tout à prendre sa place en termes de personnage principal de la maison Stark. Ok. Bon, avec Martine, j'ai tout le temps peur d'un foreshadowing. Je redoute toujours le foreshadowing, genre tu n'as pas lu ce qui s'était passé il y a 25 chapitres. Ouais, il y en a pas mal des foreshadowing que je pense pas que t'as encore vu, parce que soit ils apparaissent beaucoup plus tard dans les tomes, ou soit c'est quelque chose qui n'est pas forcément cité dans la série. Mais pour celui-là en tout cas non, c'en est pas. C'est vraiment je pense juste une métaphore. Peut-être que je me trompe pas, mais je pense pas. Ça va tomber dans le tome 7, tu vas rien comprendre. Alors donc Maître Luwin entre ensuite dans la chambre. On avait déjà parlé de Maître Luwin, on avait dit que c'était une sorte de un mélange de précepteur, médecin, une personne qui est sage, en tout cas dans les maisons, quoi. Et en fait, il révèle à Ned qu'on a laissé un message, qu'on lui a laissé un message, à Maître Luwin du coup, un coffre de bois sculpté
avec une lunette de vue à l'intérieur, a été déposée dans son bureau pendant qu'il somnolait ou quelque chose comme ça, ou peut-être qu'il était pas dans son bureau, je sais plus exactement. Ce serait un garde qui l'aurait déposé, enfin bon. En fait, ça viendrait forcément de quelqu'un qui était dans la maisonnette de Robert lorsqu'il est venu à Winterfell. Ouais. Parce qu'il y a pas d'autres invités qui sont venus. Et donc, une enveloppe se révèle être cachée dans le double fond du coffre. Et en fait, la lettre, elle est destinée à Catelyn, par sa sœur, qui a écrit dans une langue cachée. Et donc là, elle révèle que Jon Arryn est mort assassiné par la Lannister, et plus précisément par la reine Cersei. Donc, alors là, on a une première intrigue qui se dévoile. C'est-à-dire qu'en fait, Jon Arryn, c'est vrai qu'on connaissait pas les... Alors si, je crois qu'on connaissait les causes de sa mort. Je crois que ça a été cité dans le premier chapitre de Catelyn, justement, où le maître... c'est le maître qui se trouve à Port-Réal. Comment il s'appelle encore? Pycelle. Maître Pycelle, voilà. C'est Maître Pycelle qui... ça a été dit dans le premier chapitre de Catelyn, qui a dit qu'il était mort d'un mal transcendant, quelque chose comme ça. Une gastro, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement les mots qui ont été employés, mais... mais donc là, en fait... bon, du coup, on a un autre point de vue, celui de Lisa, qui dit que Jon Arryn a été mort assassiné. Alors du coup, Ned, il commence par dire que sa sœur doit délirer, que c'est pas possible, que c'est pas les Lannister qui l'ont tué. Mais du coup, on voit que Catelyn, elle est pas tellement de cet avis, parce que elle dit que Lisa a pris le soin d'écrire dans une langue cachée, de lui transmettre ce message de façon la plus discrète possible. Donc peut-être qu'elle voulait absolument que le message soit vu, quoi. T'en penses quoi? On connaît pas bien Lisa, on connaît pas trop, on sait pas trop si c'est le genre de femme à délirer ou pas. Après, c'est quand même c'est celle qui... C'est la sœur de Catelyn. C'est la sœur de Catelyn, c'est quand même elle qui était mariée à Jon Arryn. C'est vrai que les Lannister, comme on nous les présente depuis le début comme des personnages assez, pas maléfiques, mais on nous les présente du point de vue des personnages qu'on a pour l'instant, du point de vue on les présente comme des antagonistes, en fait. Donc ça paraît très crédible, en fait, ce qu'on nous présente là. Ouais. En tout cas, c'est pas un message qui doit être pris à la légère, selon moi. Après, bon, pourquoi ils auraient été, quelle est la raison? Pourquoi les Lannister auraient assassiné Jon Arryn? Quel aurait été le résultat attendu? Enfin, c'est vrai que c'est très très flou, parce que, comme on connaît pas, on n'a pas de motif pour l'instant, on a juste un message qui nous dit, bon, ils ont été assassinés par les Lannister, point. Et donc, en fait, la suite du chapitre, en fait, se révélait que, Maître Luwin, et Catelyn sont tous les deux d'accord pour envoyer Ned se rendre à la capitale, et l'envoyer élucider cette affaire et faire punir les coupables. Et je pense que c'est ça qui a plutôt décidé, en fait, Ned et tout à vraiment, Bah, il s'y résout quand même. Enfin, il s'y résout quand même. Comme tu l'as dit, c'est son père adoptif, donc forcément, il veut élucider cette affaire. Ouais. Bah, je vois pas c'est quoi le problème avec mon résumé, c'est ça, hein. Ce message d'une extrême importance pousse alors Ned à accepter son départ. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça, t'inquiète pas. Quel est le fuck? Alors. Ah pardon, non, en fait, Ned ne veut pas encore y aller à la capitale, et en fait, il évoque son père, qui se rendit une seule fois dans le sud, et ne revit plus jamais Winterfell. Ce à quoi Luwin répond, une autre époque, un autre roi. Donc alors, est-ce que tu te rappelles du nom du père de Ned? Rickard. Ouais, Rickard Stark. Hein. Et donc là, alors, je sais pas si on l'avait déjà évoqué dans les chapitres précédents, mais en tout cas, on a l'information qu'il se rendit à la capitale, et qu'il est mort à cause du précédent roi, c'est-à-dire le roi fou Aerys Targaryen. Alors, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça, on connaît pas la cause de la mort de Rickard Stark. Je pense pas que par rapport à la secte et tes indices, mais je pense pas que tu sais précisément quelle est la cause de sa mort, pour le fait qu'il soit rendu à la capitale. Bah, je pense qu'il s'est fait clairement abattre par le roi fou. Si Maître Luwin mentionne le roi, et s'il s'est rendu à la capitale, bon, il a dû être invité à la capitale ou sommé d'y venir, et il s'est fait exécuter là-bas, à mon avis. Enfin, parce que... Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle, Ned déteste aussi le Sud, c'est qu'il a pas... Pour lui, le Sud, c'est associé à la guerre, c'est associé à la mort de son père.
peut-être de son frère. Non, je crois pas qu'on ait cité je crois pas qu'on ait cité pour l'instant la cause de la mort de son frère. Mais c'est pour ça que j'ai dit peut-être. Ok. Donc Ned est finalement d'accord et demande à Catelyn et Éowyn de rester dans le sud afin de conseiller son fils aîné sur la gouvernance, de rester dans le nord plutôt, donc afin de conseiller son fils aîné sur la gouvernance du royaume. Concernant les enfants, Robb reste ainsi que Rickon, vu son âge, mais tous les autres partent avec Ned. Et c'est là où ton résumé il est faux, c'est-à-dire que c'est Sansa, Arya et Bran qui partent dans le sud, qui doivent partir dans le sud, et non pas juste Sansa et Arya. Ouais, c'est vrai qu'il y a Bran aussi. Là, Catelyn elle est pas tellement d'accord parce que, en fait, elle est d'accord pour se séparer de ses filles, mais pas du tout de Bran. Ouais, ça a l'air d'être son petit chouchou. C'est ça. Ça a l'air vraiment. Le bien-aimé Bran, comme il mentionnait. Ouais. Donc, on voit que Catelyn elle a ses enfants préférés, quoi. En tout cas, elle a son enfant préféré. Ce qu'on devine par rapport à ce qu'elle a dit actuellement. Je viens de voir dans mes notes et tout. Je comprends pas, c'est pas Jon? Je viens de voir dans mes notes et tout quelque chose que j'avais oublié d'aborder, mais c'est vrai que, est-ce que tu l'as noté, d'où venait, la lunette de vue? Parce qu'elle est fabriquée par justement des personnes qui sont spécialisées. À Myr. Ouais. Ok. Donc les lunettes, les gens de Myr fabriquent d'excellentes lunettes de vue. Quelque chose que je note comme ça, mais peut-être qu'il va revenir. On sait jamais. Oh, il est relou, le mec. On sait jamais. Foreshadowing, je dis ça, je dis rien. Ok. Et donc, comme tu l'as si joliment dit, le sujet de Jon arrive sur la table. Là, on a le récit, par le point de vue de Catelyn, de sa vision de comment Jon est arrivé dans la vie de Ned et dans sa vie à elle. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça s'est passé? D'après Catelyn, en tout cas. D'après Catelyn. Ned, parti guerroyer dans le sud, accompagné de Robert, pour elle, il faut bien qu'un soldat, grosso modo, en gros, il faut qu'il se vide les couilles en campagne. C'est ça. Donc, pour elle, c'est normal qu'un soldat en pleine campagne aille forniquer ailleurs. Mais le fait est que Ned, revenu de campagne, revient avec le bâtard, alors que les bâtards, on est censé normalement juste leur payer une pension et pas les ramener dans ton château, etc. C'est ça. En fait, comme tu l'as bien dit et tout, pour Catelyn et tout, c'est normal que Ned ait des aventures, même que ça soit en campagne ou même dans la vie de tous les jours. Je pense pas qu'elle soit absolument contre, et qu'elle est pas contre non plus le fait qu'il ait des bâtards. Mais c'est le fait que, comme tu viens de le dire, comme tu viens de finir, qu'il le ramène à la vie de tout le monde. À Winterfell devant tout le monde, et surtout qu'il l'appelle son fils, et que en plus, il ressemble encore plus à Ned que ses enfants légitimes. Alors là, c'est ça c'est quelque chose qui l'a vachement irrité. Alors c'est vrai que pour l'instant, on a juste la description de Robb, qui a les cheveux auburn, voilà, qui a les caractéristiques typiques Tully. C'est ça. Et Jon, vraiment, qui ressemble à un Stark ouais, c'est pur, quoi, un pur Stark. C'est ça, exactement. Donc ça que Catelyn, elle dit justement que franchement, elle a appris à aimer Ned de tout son cœur, parce qu'en fait, quand ils ont été mariés, c'était vraiment sur le fait accompli, parce que Brandon venait de mourir, donc c'est selon les coutumes, c'est dans le texte. C'est Ned qui a remplacé encore une fois, qui vit dans l'ombre de son frère, qui marie Catelyn, avec qui Brandon avait été promis. Mais au pied levé, Ned est parti directement pour la guerre. C'est-à-dire que il y a eu leur nuit de noces, ils ont eu le temps de faire Robb, mais en fait Ned quand il est revenu à Winterfell, il a passé que très très peu de temps au départ des Catelyn. Donc c'est pour ça que je pense que même et tout au départ, il a pas été déblessé, parce qu'ils avaient pas passé tant de temps que ça ensemble en fait au final. Ouais, c'est vrai. Et donc elle nous dit que justement la seule fois où elle a vu Ned, où elle a eu peur de Ned pardon, c'est quand elle l'a questionné sur Jon et sa présumée mère. Donc il y avait des rumeurs au sein de Winterfell, comme quoi l'une des mères potentielles de Jon était la sœur de Ser Arthur Dayne. Ser Arthur Dayne. Alors je crois pas que tu l'as entendu pas. On l'a vu dans la série une seule fois. Si, on l'a vu dans la série. Ouais. Pendant
un des flashbacks, enfin le flashback. Mais très tard, hein. On le voit très tard dans la saison série. 6. Mais bon, du coup, c'est voilà, c'est le genre de personnages et tout qui sont importants dans les livres et tout, mais qu'on voit, enfin qui sont importants pour l'instant, on sait pas tellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de personnages dont les noms sont évoqués à la va-vite dans la série. Alors dans la série, on connaît à peu près le background de pourquoi ils apparaissent, pourquoi ils sont importants, d'où ils viennent, etc. quoi. Donc comme tu vois, voilà, donc c'est donc par rapport à Arthur Dayne. Donc qu'est-ce qui se passe par Arthur Dayne? Donc ils ont faut préciser qui c'est Arthur Dayne. Arthur Dayne, c'était l'un des meilleurs escrimeurs de épéistes. C'était même le meilleur. C'était le meilleur épéiste de la garde royale. Ouais, alors même de tout le royaume en fait au final. Tout le royaume, ouais. Ok. Et il aurait été battu par Ned. Ok. Et il aurait récupéré l'épée de Sir Arthur Dayne, il l'aurait rendue à sa sœur Ashara Dayne. Mm-hmm. Ah, par contre, Ashara Dayne, je pense que c'est la première fois que tu l'entends ce nom. Ouais. Ouais. Honnêtement. Et donc, bien évidemment, quand tu viens de buter le frère de quelqu'un, bah, tu la ken. Enfin, c'est bon, la logique. Là, j'avoue, la logique me dépasse. La logique. C'est là on voit, c'est peut-être des rumeurs parce que vraiment la logique, genre tu rapportes l'épée de ton défunt frère et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas coucher avec le meurtrier avant que ce soit une histoire de viol, mais ça ressemble pas à Ned quoi. Violer quelqu'un. Bref. Donc tu penses que c'est juste des rumeurs et que ça s'est pas passé comme ça? Ouais, ça pue la rumeur. C'est tellement pas crédible pour moi cette histoire. Alors, est-ce que tu t'as noté d'où viennent les Dayne? Les Dayne. Tu vas me le dire parce que non, j'ai zappé. Je sais que pas une forteresse météore près des îles d'été, près de la mer d'été. La forteresse des météores près de la mer d'été. Donc je suppose que t'as pas fait la recherche sur les appendices. J'ai pas regardé. Je crois savoir à peu près où c'est la mer d'été. C'est vraiment dans le sud. Non. Ok, c'est ça. C'est ça. Donc alors deux choses. Donc du coup t'as pas dû chercher, mais du coup le sire actuel de la forteresse des météores, il s'appelle Edric Dayne. Franchement, on sait juste par rapport aux appendices. Et donc, les Dayne sont des vassaux des Martels. Donc ça c'est vraiment dans le sud et tout près de la mer d'été, près de la Treille. Bon, voilà. C'est vraiment pour un peu situer les personnages dont on dit. Donc c'est vrai que Ned, c'est-à-dire que quand il a fait la guerre et tout, il est vraiment allé tout au sud. Enfin, d'après ce qu'on dit, hein. D'après les rumeurs et tout, il est vraiment allé au bord du royaume, quoi. Vraiment loin de Port-Réal, là, c'est chelou. Ouais, quand on y pense et tout, c'est vraiment... Alors du coup, ce que c'est que pourquoi il aurait pris la peine et tout de... Ok, je comprends qu'il a vaincu le meilleur épéiste, mais pourquoi il aurait pris la peine aussi d'aller jusqu'à là-bas, juste pour apporter l'épée à sa sœur? C'est un homme d'honneur, mais de toute façon, toute cette histoire de rumeurs ou de... Elle est louche. On sent que soit c'est pas la vérité, soit c'est une demi-vérité, enfin... C'est louche. Parce que il y a un manque de cohérence entre le caractère de Ned, coucher avec la personne dont tu viens de tuer le frère, à moins que ce soit un viol, mais Ned il a pas le profil du violeur, quoi. Après on nous dit qu'aussi Ashara Dayne c'est une personne très 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 belle, très belle Ashara Dayne. Mais t'as beau être beau, enfin tu vas pas coucher avec le meurtrier de ton frère. Mais alors c'est très chelou. Pour l'instant, tu dis que c'est chelou, je suis d'accord, mais comme tu dis et tout, pour l'instant, on connaît pas les tenants, les aboutissants. D'ailleurs, elle a les yeux violets, Ouais, elle a des yeux violets, ouais. Pour moi, c'était un peu, dans l'univers de Game of Thrones, pour moi, c'était un peu unique des Targaryens, ça, mais... Ah, intéressant. Pour moi, c'était un peu unique des Targaryens, ça me fait bizarre. Non, il y a d'autres personnages qui ont des yeux violets, comme les Dayne, par exemple. C'est vrai. Comme les Dayne. Mais c'était une réflexion très intéressante que tu faisais. Là, je l'ai pas noté parce que là, ça apparaît pas, mais c'est une réflexion intéressante. Qui peut avoir son importance. Mais alors oui, juste pour finir avec ça, on n'est pas, tu dis que c'est un viol. Enfin, soit, ok, il y a deux possibilités, soit c'est un viol, soit c'est un acte assumé. Et très chelou, mais oui, du coup, tant que de toute façon, faudrait discerner les deux, mais bon, on sait que le viol et tout, c'est pas tellement, pour l'instant, on voit tellement que c'est pas dans le caractère de Ned. Après, bon, on sait pas, ça se trouve sous l'effet de la guerre et tout, dans ces situations assez stressantes, on peut changer de caractère très vite et on peut faire des actes et tout qu'on regrette par la suite. Mais, vu le caractère de Ned, ce serait plus un acte assumé, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui aurait poussé justement, Ashara Dayne
a couché avec le meurtrier de son frère. Ouais, très bizarre. Ok. Mais du coup, à ce moment-là, comme on l'a dit précédemment, c'est le seul moment dans 15 ans où Kathleen a eu peur de Ned et il lui répond qu'il ne faut jamais le questionner sur Jon, qu'il a son sang et que c'est tout ce qu'elle doit savoir, en gros, entre guillemets. Donc pas plus d'informations sur ça, c'est vrai que Ned, voilà, alors on n'a pas le point de vue de Ned, là on a du point de vue de Kathleen, et Kathleen, tout ce qu'elle sait, c'est que, bon, elle doit pas questionner. Elle sait pas grand chose, finalement, elle sait pas grand chose, hein. Finalement, elle sait pas grand chose, ça. Et donc, par rapport à Jon, en fait, quand Ned, justement, il veut absolument que Jon reste à Winterfell, parce qu'il ne peut pas l'amener à Port-Réal, à cause de son sobriquet, du coup, Snow, tout le monde le traiterait de bâtard, il aurait une vie très difficile, sachant qu'il en a déjà à Winterfell, alors qu'à Capital, ça serait encore pire. On n'amène pas son bâtard à la cour, en tout cas. Même si, elle le dit que Kathleen, elle dit même que Robert on a eu flopé, mais qu'il les amène pas à la cour, quoi, parce que Cersei, elle s'en assurait qu'il y en ait pas. Donc, en fait, Kathleen, elle veut pas du tout garder avec lui, parce que comme elle a dit, elle a ouvert son cœur à Ned, sauf pour Jon, quoi. C'est vrai. C'est vraiment, on dirait que c'est vraiment le seul truc, qu'elle a du mal à pardonner à Ned, quoi. C'est ça. Et donc, Maître Lewin propose que, en fait, il évoque la possibilité que Jon entre dans la garde de nuit, ce que Ben Jen Stark, lui en a parlé quelques jours auparavant. Et ça enchante Kathleen, pour deux raisons principales. Premièrement, c'est qu'elle aurait pu avoir Jon. Elle aurait pu Jon à Winterfell, ce qui serait vachement franchement, ça serait vraiment un bonheur pour elle, parce que du coup, elle aurait pu, le fruit de la tromperie de son mari et tout devant elle, hein, parce que depuis toujours, elle l'a, en fait, elle l'a sous les yeux. Et deuxièmement, et ça, c'est une raison un peu plus politique, mais du coup, Jon a beau être un bâtard, alors, elle dit que ça enlève vraiment toute possibilité qu'il y ait des conflits par rapport à l'héritage de Winterfell. Alors, Jon, c'est un bâtard. Donc, normalement, il a aucun droit sur le trône de Winterfell. Ça, c'est sûr. Mais comme il entremet, bon, c'est vrai que c'est quand même le fils de Ned qu'il a présenté comme étant son fils et tout, etc. Donc, c'est vrai qu'elle a cette crainte-là. Elle a cette crainte que on sait pas pourquoi, mais en tout cas qu'il puisse avoir des vues sur l'héritage de Ned, quoi. Ouais. Et en entrant à la garde de nuit, il renonce à tout bien. Ouais. Il renonce à ça, il renonce, comme on a dit, à une femme, à des enfants, mais aussi à tout bien seigneurial. Et ça enchante Kathleen, du coup. Ned, il est un peu plus circonspect, il réfléchit, mais bon, on sent que, voilà, l'idée, elle mûrit dans sa tête. Ouais, il serait un peu jeune pour aller à la garde de nuit, mais en même temps, Ned, il a l'air quand même... les Stark ont l'air d'avoir une bonne relation avec la garde de nuit, et de porter en haute estime la garde de nuit. Et en plus, ça permettrait à Jon, parce que là-bas, peu importe ton statut, tu peux t'y faire ta place en prouvant ta valeur. Ouais. Donc ce serait au final une bonne opportunité pour Jon, du point de vue de Ned. C'est ça. Et bon, on se termine le chapitre sur le fait que Ned réfléchisse à cette offre. Et puis voilà. C'est un chapitre assez intéressant, je trouve. Enfin, voilà. Bah, c'est le point de départ vraiment de l'intrigue. Ouais, des premières intrigues qui se développent, ouais. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'éléments perturbateurs. On l'a maintenant. Ouais. Exactement, il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Mais c'est vrai que du coup, quand tu vois, bon, parce que du coup, c'est chapitre 6, donc on a eu 5 chapitres d'introduction. Avec tous ces chapitres et tout, maintenant, c'est qu'on est assez bien ancré, je trouve, dans l'univers et tout, pour pouvoir développer tous les trucs qui sont pour autant, se dire, ah ouais, parce que en fait, il y a vachement beaucoup de choses qui ont été développées pour que ça commence vraiment, quoi. Donc, c'est vrai que ça pouvait paraître, pardon, assez barbant, assez longuet, assez copieux même, mais quand on arrive à ce résultat et tout, bah, c'est vrai qu'on n'a plus tellement d'embûches et tout pour pouvoir développer autant de lignes d'intrigue qu'on voudrait, quoi. Voilà. Je pense qu'on a fini pour ce chapitre, non? Super. Ok. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 2. Le premier chapitre de Arya. La fille cadette. La 4e enfant Stark. 4e enfant Stark. Bon, à la prochaine.